vais passer la main à mes collègues ingénieurs, donc Rémi Porceda, notre directeur de campus, et Lucie, responsable pédagogique, qui vont vous expliquer ce qu'est un ingénieur aujourd'hui. Merci Guylaine. Alors tout d'abord, pour vous présenter le métier d'ingénieur, je vous présente d'abord en fait ce que dit la commission des titres d'ingénieur, puisque toute école devant, ou enfin souhaitant délivrer un diplôme d'ingénieur doit être habilitée par la commission des titres d'ingénieur, et du coup on est des ingénieurs diplômés d'une école qui est le titre officiel. Donc, ce que dit la commission des titres d'ingénieurs, qui fait des audits tous les ans de l'ensemble des écoles qui délivrent des diplômes d'ingénieurs, ce sont les compétences qu'on va chercher à atteindre en fin de formation, donc qui vont nous permettre de pouvoir délivrer le diplôme. Donc, il y a trois grandes compétences principales qui sont identifiées par la commission des titres d'ingénieurs. C'est acquérir des connaissances scientifiques et techniques ainsi que maîtriser leur mise en œuvre. Donc, ça veut dire que dans la formation d'ingénieur, aujourd'hui, ça nécessite d'avoir de très bonnes connaissances scientifiques, mais pas seulement d'avoir les connaissances, d'être capable de l'appliquer et de trouver des solutions techniques qui vont accompagner ces connaissances pour pouvoir apporter des solutions. C'est aussi s'adapter aux exigences propres de l'entreprise et de la société. Donc ça veut dire qu'un ingénieur, aujourd'hui, c'est pas juste un technicien, c'est pas quelqu'un qui va juste essayer de trouver des solutions dans une entreprise. Il doit aussi comprendre son environnement. Il doit participer au développement de l'entreprise. Il doit participer au développement de la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les formations d'ingénieurs, vous trouvez des chapitres sur le développement durable, sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, sur les relations humaines, sur la gestion d'une organisation, l'optimisation d'une organisation. Donc, on va retrouver dans les ingénieurs de génie cette capacité à s'adapter à son milieu, à le comprendre et à le faire évoluer. Les dernières compétences qui sont attendues, c'est de prendre en compte la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle. Donc, ça rejoint ce que je viens de compléter. Donc, ça veut dire qu'on va avoir aussi des ingénieurs qui sont managers. Un ingénieur ne travaille pas seul, il va travailler avec une organisation, il va travailler avec des équipes, avec des experts. Il va beaucoup s'appuyer sur la culture de l'entreprise. Il va aussi s'intéresser à autre chose que son métier. Donc il va avoir une ouverture d'esprit, un esprit critique. C'est là-dessus aussi qu'on va travailler. Donc ça sont les axes et les compétences que demande la commission d'éthique d'ingénieur. Et en résumé, si je vous dis qu'est-ce que le métier d'ingénieur juste en dessous, ben, un ingénieur, c'est un professionnel scientifique et technique qui applique les sciences mathématiques, physique, informatique et toute autre science, puisqu'il y a différentes spécialités d'ingénieurs, pour concevoir, développer et gérer des systèmes, produits ou processus innovants. Donc on voit qu'on est dans la conception, le développement, la gestion. Donc c'est quelqu'un qui est souvent polyvalent, que ce soit un ingénieur généraliste ou un ingénieur de spécialité, il reste, bien que étant spécialiste dans un domaine, polyvalent. Et c'est de la résolution de problèmes quasiment en permanence, ce qui intéresse l'ingénieur dans son métier tous les jours, c'est toujours d'avoir des problèmes, c'est toujours des sources d'amélioration, c'est toujours des choses à résoudre. Et c'est ça voilà, qui est intéressant aussi dans le métier, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer d'apporter des solutions. Et il peut travailler dans plein de secteurs d'activité. Donc, on a de l'aéronautique, de la chimie de l'environnement, du génie civil. Je vous ai donné cela par exemple, mais on va pouvoir trouver des ingénieurs quasiment dans tous les métiers du monde aujourd'hui, puisque l'ingénieur doit être capable de s'adapter au métier justement pour lequel il travaille. On va peut-être passer juste à la diapositive d'après, s'il te plaît, Guylaine. Et je ne serai pas seul à répondre sur ce point, puisque Lucie va aussi apporter sa connaissance du métier. Donc les compétences, je vous en ai dicté quelques-unes. Vous voyez que ça nécessite d'être à l'écoute, ça nécessite de vouloir toujours comprendre, ça nécessite de la curiosité, ça nécessite aussi de la réflexion, ça nécessite parfois de s'auto-former, d'être toujours curieux. Voilà, en tant qu'ingénieur, je ne cesse d'apprendre, je ne cesse me cesse d'aller chercher des informations. Je ne cesse toujours d'écouter l'évolution de ce qui se passe autour de moi et je m'adapte à mon environnement, je m'adapte aux solutions que je dois trouver. Donc ça, c'est des compétences voilà, absolument nécessaires, c'est d'être curieux et chercher la technique.
Quelle est la plus-value d'un titre d'ingénieur par rapport à un bac plus 5? Je vais vous donner aussi des éléments de réponse, puis après je laisserai Lucie compléter tout ce que je vous apporte sur ces questionnements. Euh, suivre une formation de master, par exemple, master 1, master 2 en bac plus 5, on a un niveau bac plus 5 comme un ingénieur, hein, il n'y a pas de débat. Par contre, il n'y a pas forcément les mêmes contenus d'apprentissage. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de contenus scientifiques sur l'ingénieur qui permettent d'avoir une culture très large, une compréhension très large de l'environnement qui l'entoure. Euh, Ça va du Est-ce coup. qu'éventuellement, vous pouvez me partager les résultats de Alors, si on peut juste couper le micro, hop, juste le prendre, désactiver le micro. Voilà, c'est bon, je l'ai coupé. Les différences, souvent un ingénieur, quand il va rentrer en entreprise, il va être directement cadre, il va directement travailler avec des équipes. Il faut savoir que dans certaines conventions collectives, mais pas dans toutes, il y a des niveaux de salaire qui sont définis aussi pour des ingénieurs, un différencié de bac plus 5. Après, tout se passe dans l'évolution professionnelle. On peut très bien avoir des bacs plus 5 de même niveau de salaire avec des mêmes évolutions qu'un ingénieur. Ça ne va pas être tout à fait les mêmes métiers. Ça ne va pas forcément aller au même rythme. Donc, c'est des différences qu'on peut évoluer. C'est clair qu'au bout de 10, 20, 30 ans d'expérience, il peut y avoir des équivalences entre les différents bacs. Mais on ne va pas demander la même chose à un ingénieur qu'à quelqu'un qui est de niveau bac plus 5. Donc, ça va demander d'autres approches, d'autres efforts aussi selon le diplôme. Les diplômes bac plus 5, souvent, vont être plus spécialisés qu'un diplôme d'ingénieur qui va, malgré sa spécialité, garder toujours des fonctions transverses ou une culture globale. Donc on va avoir plutôt des personnes très techniques qui deviennent managers aussi, hein, par l'expérience, dans ce type de diplôme, sauf si bien entendu on fait des formations en management, où là on va avoir des équivalences avec l'ingénieur. Donc l'ingénieur va recouvrir à la fois des compétences techniques, scientifiques, managériales, et c'est cet ensemble qui fait l'ingénieur. Je vais peut-être te laisser compléter, Lucie, si tu veux, par rapport aussi à ton expérience et aux enseignements que tu pilotes, du coup, sur le métier d'ingénieur. Oui, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites par rapport à tous ces éléments-là. Alors, souvent, j'essaie d'avoir un comparatif assez simple sur la différence qu'on va trouver entre un master et un ingénieur. Potentiellement, un socle scientifique pourrait être commun, parce qu'on a des masters en sciences physiques, on a des masters en sciences mathématiques. Euh, Ce qui va pouvoir être envisagé comme une différence, ça va être vraiment cette idée de posture et une capacité d'analyse. On a parlé de l'adaptation, c'est que finalement, lorsqu'on a suivi un cursus ingénieur, on a vu énormément de sciences différentes. Et ce qui a surtout été demandé, c'était d'en faire quelque chose. Donc, ce qui finalement arrive avec un titre d'ingénieur d'une personne qui sort de sa formation en bac plus 5, qui va arriver en entreprise, qu'apporte ce jeune, c'est cette capacité à justement prendre du recul, comprendre l'environnement dans lequel il se trouve et surtout s'adapter et s'approprier des nouvelles choses. Donc souvent, on essaie de se dire un master professionnel, par exemple, va préparer un métier. On va se former jusqu'à son bac plus 5 à exercer un métier et ce sera en quelque sorte un point d'atterrissage sur lequel on pourra progresser. L'ingénieur ne se forme pas à un métier. L'ingénieur se forme à un mode de pensée, un mode de réflexion, et c'est des sujets qui vont être travaillés tout au long d'un cursus d'ingénieur. Plus on va monter dans un cursus, plus on va développer cet esprit d'analyse, cette capacité de recul, la capacité à poser des hypothèses. Alors actuellement, effectivement, on est en train de travailler avec nos élèves de 5e année, donc on est en plein dedans. La capacité à travailler dans un environnement qui semble nébuleux, avec des compétences qu'on n'a pas au démarrage, et de se l'approprier rapidement. Donc finalement, quand on sort son diplôme d'ingénieur, j'ai coutume de dire que là où on arrive en entreprise, c'est pas son point d'atterrissage, en fait, c'est son point de décollage. L'ingénieur va pouvoir aller plus loin et va pouvoir s'approprier différentes choses et puis se positionner sur des sujets différents. Alors, je peux vous donner un retour d'expérience. Je suis moi-même ingénieur généraliste. Alors, plutôt orienté sur la partie génie électrique. Et par exemple, moi, mon point de décollage, ça a été les travaux publics. Parce que c'était un métier qui m'intéressait, parce que j'avais besoin de prendre l'air, on va peut-être dire ça comme ça, et puis de pouvoir gérer des équipes. Et en fait, finalement,
capacité à comprendre l'environnement dans lequel je me trouve, à me projeter dedans, m'a permis d'aller plus loin que les seules connaissances que j'avais dans ma besace en sortant d'une école d'ingénieur. Et en fait, c'est ça qu'on essaye d'apprendre et c'est ça qui va faire la différence sur ce titre-là, sachant qu'on est dans un environnement ou dans un mode de fonctionnement qui évolue très très vite, avec de nouveaux outils, avec des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Cette capacité d'adaptation est particulièrement appréciée en fait et puis se cultive tout au long de la vie. Je pense que ça répond aussi un petit peu à la dernière question qu'on a posée ici, qui est diplôme d'ingénieur généraliste, finalement, de faire quoi comme métier? Eh ben, c'est très large. Il faut vraiment s'imaginer que on pourrait avoir toute une frise sur laquelle on a d'un côté l'ingénieur très très technique, celui qui est vraiment intéressé par la recherche et développement, par exemple, qui a besoin d'aller creuser cette partie technique. Et puis à l'autre bout de cette frise, on aurait un ingénieur manager qui est intéressé par l'humain, par mettre en œuvre un projet. Et on a toutes les déclinaisons possibles et imaginables entre ces deux parties de notre frise, en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui sort avec un diplôme d'ingénieur en poche a finalement une possibilité de porte ouverte en face de lui ou elle qui est assez impressionnant et qui lui laisse la possibilité de trouver où est-ce qu'il veut se positionner sur cette petite frise dont j'ai parlé, et puis surtout en changer en cours de route. Je prends notre exemple à Rémi et moi-même, qui avons commencé des carrières plutôt techniques suite à notre diplôme d'ingénieur. Bah, aujourd'hui, on forme des ingénieurs, donc on est presque dans une dimension managériale et humaine, que notre posture et finalement cette capacité à appréhender les choses nous a permis de faire et nous a permis d'évoluer vers ces sujets-là. J'espère que ça répond aux 3 questions. Après, si vous en avez d'autres ou si vous avez besoin d'éclaircissements, on vous invitera à venir nous poser des questions dans la conversation. Je laisse Guylaine passer à la suite. Oui, je passe à la suite, ou à moins qu'il y ait des questions là en direct, ou peut-être sur le chat, Camille Jeanne, non? J'en vois un. On pose la question. Oui, bah, vas-y. Il y a une question qui est rarement arrivée à l'instant. Le titre d'ingénieur délivré par le CESI est-il équivalent aux autres titres d'ingénieur reconnus en France et à l'étranger? Alors, absolument. Tout simplement déjà parce que c'est un titre d'ingénieur à proprement parler. C'est le fameux petit logo lorsque justement vous vous posez la question. Vous avez le petit logo de la CTI qui est adjoint à chaque école qui délivre effectivement un titre d'ingénieur reconnu comme un titre d'ingénieur. Donc ça, c'est un gros indice quand vous allez commencer à accompagner vos enfants sur les forums étudiants, etc. C'est vraiment ce qui est à regarder. Là, vous en êtes sûr. Ce titre d'ingénieur est reconnu internationalement et on fait également partie de la commission des grandes écoles et des titres EURES. Si je dis pas de bêtises, je vérifie que Guylaine ne me regarde pas avec... Oui, c'est bon, tu as tout à fait raison. On est bien... on fait partie des titres EURES. Certifie la reconnaissance à l'international et on a beaucoup de partenaires universitaires internationaux avec qui nous travaillons et qui permettent d'avoir également des doubles diplômes. Nous accueillons des étudiants étrangers chez nous. Nous envoyons certains de nos étudiants en université à l'étranger pour pouvoir compléter leur diplôme d'ingénieur et y apporter une dimension internationale. Nous intervenons nous-mêmes dans des universités à l'international de manière ponctuelle pour pouvoir apporter des éléments, pour pouvoir réaliser des formations, pour pouvoir donner des cours. Donc, on est complètement dans ce système. Voilà. Une autre question qui peut être en rapport avec ce qu'on dit actuellement. On nous demande qu'en est-il pour un ingénieur d'affaires? Un ingénieur d'affaires, à partir du moment où on précise qu'on est ingénieur, ça veut dire qu'on a obtenu, on est ingénieur diplômé et on a obtenu un titre d'ingénieur. Alors, il se peut que dans certaines entreprises, il y ait des personnes qui aient des postes d'ingénieur, mais sans avoir le titre. Donc ça, c'est des décisions d'entreprise, puisque le mot ingénieur n'est pas déposé en France. Ce qui est déposé, c'est ingénieur diplômé. Donc ce qui fait qu'on peut trouver des fois des personnes qui ont un intitulé de poste qui va être ingénieur quelque chose, ingénieur d'affaires. Il y a des ingénieurs diplômés qui deviennent des ingénieurs d'affaires parce qu'ils aiment ce côté commercial. Donc souvent, ils vont faire un master complémentaire dans une école de management, HEC ou autre par exemple, ou une école de commerce. Et ils vont avoir plutôt cet aspect, cette envie de travailler plus sur
accompagner des clients et faire des offres pour pouvoir justement traiter des affaires avec des clients et développer des solutions. Donc ça va être, voilà, tout dépend, est-ce que la personne a effectivement suivi un cursus et obtenu le diplôme d'ingénieur. Donc en général, quand on se présente ingénieur, la plupart du temps, on fait en sorte d'avoir le diplôme, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais par contre, vous comprenez bien que la formation est différente, donc ça se voit très vite. Quelqu'un qui se dit être ingénieur sans diplôme, on voit très vite si s'il a été diplômé ou pas d'une école d'ingénieur derrière. Donc le métier d'ingénieur d'affaires, ça fait partie des potentialités d'un ingénieur. Souvent, c'est complété avec des formations plutôt commerciales et on va effectivement aller là-bas. Il y a même des ingénieurs qui n'ont pas forcément des compléments de formation commerciale derrière, qui démarrent leur expérience dans une entreprise en tant qu'ingénieur technique, par exemple, sur des produits, et ils se rendent compte au fur et à mesure de l'avancée du travail dans l'entreprise que le côté client, relation client leur plaît, et ils évoluent tout doucement vers cette notion d'ingénieur d'affaires. Donc, ça peut, voilà, c'est un cursus possible, c'est une possibilité d'y aller. Ce qui est important pour répondre aussi à la question de le titre d'ingénieur délivré est-il équivalent aux autres? Comme l'a justement précisé Lucie, tous les titres d'ingénieur ont la même reconnaissance. Ce qui change, c'est, comme le disait aussi justement Lucie, c'est la phase de départ. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles qui vont plutôt orienter vers des typologies d'entreprise ou vers des typologie de poste plutôt que d'autres, mais ça, c'est l'histoire de l'école derrière et c'est aussi les opportunités qu'ont les étudiants quand ils font leur stage à l'école. C'est souvent le stage de fin d'année ou le stage de quatrième année qui va un peu être le lancement de carrière derrière et qui va donner des ouvertures ou alors l'alternance pour ceux qui sont en apprentissage qui va faire le début de lancement. Après, ça bouge. Ça peut bouger dans tous les sens. Comme voilà, tous les deux, Lucie et moi, on a eu des parcours différents dans des métiers différents, mais toujours en tant qu'ingénieur. Ensuite, il y a deux questions que j'ai vues par rapport au salaire. Et quel est le support, quel est le salaire d'un ingénieur débutant? Alors, ça va dépendre des catégories ou du monde du travail dans lequel on se positionne. Moi, je peux vous donner le retour d'expérience des élèves ingénieurs en génie civil que j'accompagne. Ça s'applique aussi partiellement à d'autres. Ça reste une fourchette qui est vérifiable d'ailleurs également sur les études de l'APEC. On va être entre 38 et 42 000 euros par an en démarrage de carrière d'ingénieur aujourd'hui. Brut. L'autre question, oui. Brut, Tu veux peut-être compléter, Rémi? Oui, non, brut. je précisais brut. Oui, L'information est importante. C'est vrai. Alors, j'essaie d'apprendre à mes élèves qu'un ingénieur négocie son salaire en brut annuel, donc c'est un peu c'est la déformation qui s'accompagne. Alors, il y a une question sur est-ce que l'école joue sur le salaire? Alors, l'école va peut-être plutôt jouer sur... En fait, il y a certaines entreprises, et ça c'est tout à fait naturel et classique, qui vont se positionner ou qui vont identifier des écoles avec lesquelles elles aiment bien travailler. C'est-à-dire que si je prends d'anciens élèves saisis, je vais peut-être en retrouver plus dans certaines entreprises que dans d'autres. Et c'est également le cas pour, par exemple, des étudiants ingénieurs INSA. Il y a certains bureaux d'études qui préfèrent travailler avec des ingénieurs INSA, etc. Par contre, l'impact ne sera pas forcément sur le salaire, puisque souvent, à poste équivalent, ben, en fait, le salaire qui est affiché, le salaire attendu, lui reste relativement le même suivant les écoles. C'est vraiment pas significatif. Ça va plutôt être la posture au sein des réseaux, la posture au sein des échanges, et puis vraiment les expériences que les entreprises ont pu avoir avec des jeunes diplômés de telle ou telle école qui va très probablement influencer le fait qu'on est sollicité par telle ou telle entreprise. J'espère que ça répond à la question. J'ai vu un OK, merci, donc je le prends pour un oui. Super. Oui, je pense que la réponse est tout à fait complète. On a aussi une question très intéressante. Dans le cadre de l'accompagnement des étudiants au cours de leur formation, proposez-vous d'un suivi individuel de type suivi pédagogique? Je peux répondre à la question. Alors oui, absolument. Sur Saisie, ça fait partie justement des éléments qu'on accompagne tout au long de la formation depuis le cycle préparatoire. Donc, on prend le temps justement de cet échange avec les élèves qui ont un suivi pédagogique par un enseignant ou une enseignante sur chacune de ces années.
Ils sont également accompagnés dans leur recherche de stage. Ils sont accompagnés dans leurs apprentissages pour ceux qui font le choix de suivre la formation par apprentissage, et ce jusqu'à leur projet de fin d'études. On a également tout un travail qui est mené dès le cycle préparatoire, puis ensuite amplifié sur le cycle ingénieur autour de ce qu'on appelle le projet de formation individuelle, qui est la construction d'un projet professionnel. En fait, on l'a dit au tout début de la présentation, finalement, saisie tel que ça s'articule, ça laisse la possibilité de plein de cheminements possibles. Il y a toute une arborescence qu'on peut imaginer pour pouvoir construire finalement son parcours d'étudiant ou d'étudiante ingénieur pendant ce cursus de 5 ans. Et l'idée, c'est de ne pas le faire dans le sens du vent, et c'est plutôt de se poser la question en amont de ce qu'on a envie de faire plus tard, ou des sujets qui peuvent nous intéresser et qui vont finalement orienter l'entreprise dans laquelle on va faire un stage, la mineure qu'on va choisir en deuxième année. Est-ce qu'on va faire de l'apprentissage? Est-ce qu'on va faire un cycle intégralement en langue anglaise parce qu'on est intéressé par l'international? Et puis quand on va commencer à spécialiser, par exemple, une personne qui veut suivre un cursus informatique va peut-être se poser la question, est-ce que je veux faire du développement? Est-ce que je veux faire du réseau? Est-ce que je veux faire de la cybersécurité? Est-ce que je ne suis pas sûre encore? Et du coup, comment est-ce que je construis un parcours qui va me permettre de visiter un petit peu tout et de prendre ma décision au fur et à mesure que j'avance? Donc tout ça, c'est une réflexion qu'on va amener au travers d'entretiens, au travers d'exercices, au travers de livrables, et même arrivé en cycle ingénieur, on y consacre toute une semaine dédiée à ce sujet du projet professionnel qui ensuite va se décliner jusqu'en toute fin de formation où justement chacun de nos étudiants, lors de leur soutenance finale, doit présenter son projet professionnel et la réalisation de tout son parcours et des compétences développées dans son parcours pour pouvoir se projeter dans la suite de sa carrière. Donc voilà, c'est assez complet, je pense. Ouais. Ils sont bien accompagnés. Je vois qu'il y a des questions sur l'intégration dans les écoles, donc c'est le chapitre suivant. On note, s'il y a d'autres questions qui arrivent, on les note, hein, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Les questions auront des réponses, hein. Là, on essaie de répondre Oui. aux questions qui sont en rapport avec les slides pour ne pas non plus trop en fait, passer à d'autres choses alors qu'ils sont déjà prévues dans le webinaire. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais vous expliquer moi, les différents parcours donc, vers les études d'ingénieur. Donc on a vraiment 3 voies d'accès aux études d'ingénieur. Donc je vais les prendre une par une, à commencer par la partie la plus à gauche, donc les classes prépa aux grandes écoles. Donc là, c'est ce qu'on appelle des CPGE. C'est après un bac scientifique, donc un bac général à spécialité scientifique. Vous pouvez intégrer dans des lycées publics ou des lycées privés 2 ans de classe prépa aux grandes écoles qui vont vous permettre, pendant 2 années d'études, de préparer les concours des grandes écoles. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on travaille les sciences de manière générale, les sciences, la culture générale, pour pouvoir après prétendre au printemps à passer les concours de toutes les grandes écoles et ainsi choisir son école ensuite pour intégrer un cycle ingénieur en 3 ans. Un cycle ingénieur, enfin une école d'ingénieur, ce sera toujours 5 années d'études, 2 ans de cycle prépa, 3 ans de cycle ingénieur. Là, les 2 années de CPGE se font dans un autre établissement et vous passez les concours pour intégrer une école d'ingénieur. La deuxième possibilité sont les classes préparatoires intégrées, donc comme celle que propose CESI. Donc après un bac à spécialité scientifique ou un bac STI 2D, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur directement en post-bac et faire 2 ans de cursus prépa intégré. Donc là, c'est au sein de l'école. Et pendant ces 2 années de classe préparatoire, on vous prépare à rester dans cette même école pour passer sur le cycle ingénieur en 3 ans. Si tout se passe bien en termes de notes, de comportement, de validation de stage pour ce qui est propre à CESI, vous passez automatiquement en cycle ingénieur sans passer par la case concours. Ce sera la différence avec les CPGE. Et puis, vous pouvez intégrer aussi une école d'ingénieur dans ce qu'on appelle les admissions parallèles. Et là, ce sera après un BUT, donc un bachelor de l'université, après une licence de l'université ou une classe préparatoire ATS. Les classes prépa ATS, c'est pour les jeunes qui auraient fait un autre type de formation, type BTS, et qui ont besoin d'une année de spécialisation scientifique pour pouvoir après intégrer des cycles ingénieurs en passant là aussi par... Ça vous paraît suffisamment clair?
Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois possibilités? Est-ce qu'il y a des choses à compléter peut-être, Camille, Jeanne, Lucie, Rémi? Je vois qu'il y a des, alors, je vois Il y a qu'il y a des quelques questions. questions. Alors, juste par rapport au parcours, ce sont les parcours qui sont présentés, ce sont des parcours pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que toutes les écoles d'ingénieurs quasiment recrutent via les concours des grandes écoles. Alors, certains sont positionnés sur certains concours, d'autres sur d'autres. D'autres ont leur propre concours. Mais les cycles préparatoires aux grandes écoles, c'est ce qui a toujours été pour pouvoir rentrer en école d'ingénieur. Les classes prépa intégrées, vous les trouvez dans de plus en plus d'écoles d'ingénieurs. Alors c'est vrai que ça apporte un certain confort, parce que quand on est intéressé par une école d'ingénieur, le fait de savoir qu'on y est déjà après le bac, c'est quand même plutôt rassurant. On a juste à bien travailler pour pouvoir poursuivre. Le BUT a toujours gardé une passerelle vers les écoles d'ingénieurs. Bien entendu, il y a moins de place, entre guillemets, pour les élèves issus de DUT qui souhaitent poursuivre en école d'ingénieur. Lorsqu'on décide, alors ça c'est vraiment le cas particulier, Guylaine a parlé des prépas ATS pour des élèves par exemple soit qui ont rencontré des difficultés en BUT mais qui veulent quand même remonter leur niveau, soit qui ont suivi un BTS. Il faut partir du principe qu'un étudiant ou une étudiante qui décide d'aller vers un BTS à la base n'a pas fait le souhait de faire des études longues, dans l'idée de travailler quand même assez rapidement, potentiellement après son BTS, après sa licence pro. Donc souvent, ce sont des personnes qui se sont révélées en BTS, hein, qui se sont rendues compte qu'en réalité, dès que le sujet les intéresse, ben, ils arrivent à progresser très vite. Mais il y a nécessité quand même de passer la marche qui est attendue. Mais ce que vous voyez ici, ce sont bien des cursus ou les chemins qui mènent vers l'école d'ingénieur qui sont assez communs à l'ensemble de toutes les écoles d'ingénieurs. Il y a une Après, c'est question. plus compliqué depuis une prépa ATS d'aller à l'ENS Cachan, quoi. Mais ça, c'est. Il y a une question que j'ai vue récurrente là. Quel est le meilleur parcours, CPGE ou CPI? Alors, on va dire, c'est pas une réponse normale, il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, s'il y en a qui ont la référence. Euh, non, comme le disait justement Guylaine juste avant, quand elle a présenté les classes prépa grandes écoles, ou alors le cursus prépa intégré, les classes prépa grandes écoles, telles qu'elles sont définies, préparent au concours. Donc, il y a certaines écoles qui n'ont pas de classe prépa intégrée. Donc, si c'est des écoles que vous cherchez à atteindre, forcément, il va falloir passer par ce programme-là s'il n'y a pas de classe prépa intégrée. Vous n'avez pas le choix. C'est obligé de passer par là. Et comme l'a dit justement, c'est des classes prépa qui préparent au concours avec des bases générales, scientifiques et culture générale pour préparer à des concours. Et tous les lycées ne préparent pas forcément au même concours d'ailleurs, hein. Certains lycées préparent plus vers certains concours que vers d'autres. Donc, et c'est des concours nationaux aussi. Donc, ça veut dire que si je prends un polytechnique par exemple, il va y avoir plusieurs classes prépa CPGE qui vont préparer à ce concours-là. Donc, il faut être dans les premiers du concours en fait national. Donc, pour ce type d'école d'ingénieur, forcément, il va falloir passer par ce type de programme. C'est de la préparation au concours, il faut être clair, hein, c'est-à-dire qu'on prépare les étudiants pour pouvoir passer les concours. Donc il y a une pression qui se met toute seule entre les étudiants, entre eux-mêmes, pour pouvoir justement être mieux classés dans les concours pour aller dans l'école de leur choix. Dans le cadre du cursus prépa intégré, comme l'a dit aussi justement Lucie tout à l'heure, on est dans une situation entre guillemets de confort dans le sens où on a démarré le cycle de 5 ans déjà dans l'école, donc sauf à faire des grosses boulettes, sauf à ne pas travailler suffisamment, sauf à avoir voilà, la mauvaise attitude, il n'y a pas de raison de ne pas aller sur le cycle d'ingénieur après le cursus préparatoire. Alors, il faut valider ce qu'on appelle des ECTS à chaque fois, hein. Chaque année, il y a un nombre de CTS qui sont des crédits européens où toutes les écoles sont alignées sur ce type de fonctionnement. Chaque année, il va y avoir un nombre de CTS à acquérir pour pouvoir passer en année supérieure. Ok, donc ces ETS sont acquis par le biais d'examens, de contrôles, de projets, de restitutions, et sont évalués bien évidemment par les enseignants ou par les pairs pour pouvoir obtenir ces crédits-là. Il y avait Peut-être ensuite. pour compléter. Pardon. Pardon. J'allais dire pour compléter, c'est une petite méthodologie un petit peu simple
Alors, faut faire attention à les simplifier, mais je trouve que ça aide assez. C'est de se projeter tout simplement à se poser la question de votre enfant, est-ce qu'il est absolument sûr de vouloir faire ingénieur? Supposons qu'il ou elle vous dise, c'est absolument, je veux être ingénieur, c'est mon rêve, je veux y aller. La meilleure voie, ce sont les cycles préparatoires. C'est fait pour ça, en fait. C'est l'essence même du sujet de l'existence des cycles préparatoires. Dans ce cas-là, vous avez deux solutions. C'est de vous dire, soit il ou elle sait absolument dans quelle école il veut aller, et la prépa intégrée, c'est la voie royale pour répondre à ce besoin-là. Soit il ou elle n'en a absolument aucune idée, ne sait pas encore ou n'est pas sûr. Alors, il faut aller explorer, il faut aller à la rencontre des écoles, il faut essayer de comprendre qui elles sont. Peut-être que ça va l'aider à se décider. Ou alors se dire, le cycle préparatoire aux grandes écoles permet au moins de repousser cette question de 2 ans. On n'est pas obligé de se décider tout de suite ou de choisir tout de suite. Ça peut aider sur un début. L'autre cas de figure, c'est justement votre fils ou votre fille n'est pas sûr de vouloir faire une école d'ingénieur, mais veut faire une filière technique. Du coup, dans ce cas-là, le BUT laisse le temps de repousser un petit peu cette discussion, de se poser la question, est-ce que je veux vraiment faire une école d'ingénieur? Est-ce qu'un master me suffira? Est-ce que l'avantage du BUT, c'est de se dire qu'au bout de 3 ans, il y a un diplôme qui est là? Donc, c'est un petit côté sécurité quand on est moins sûr de vouloir aller dans une école d'ingénieur. Donc, c'est une manière de penser qui est un petit peu simplifiée sur la décision qu'il y a à prendre. D'un autre côté, on leur demande de prendre tellement de décisions que parfois, essayer d'avoir des petits indices pour pouvoir s'orienter, ça peut aider. Alors, je sais que pour en avoir discuté souvent avec des parents sur des salons, essayer de voir les choses comme ça aide pas mal. Voilà, pour vous donner des petites aides de questions à poser, en quelque sorte. On a eu plusieurs questions assez rapides, donc je vais être assez rapide par rapport à ça. Par rapport au coût de la formation, alors tout d'abord, il faut savoir que le cycle ingénieur peut se faire en statut étudiant ou en statut apprentissage. Lorsqu'une formation est en statut apprentissage, c'est l'entreprise qui va prendre en charge le coût de la formation. Donc, il n'y aura rien à débourser de la part de l'étudiant ou du parent. Mais pour le statut étudiant, les prix s'élèvent à 8 500 € par an pour le cycle ingénieur. Le cycle préparatoire est en statut étudiant et elle coûte 6 500 € par an. Voilà, pour répondre par rapport au coût. Ensuite, j'ai vu une question par rapport au concours BUT, après le BUT pour intégrer le CPI. Il faut savoir que pour intégrer le CPI, il n'y a pas de concours. Ça se fait sur dossier et sur entretien. Par rapport aux admissions, les moyennes, le niveau d'entrée, etc., il faut savoir que lorsqu'on fait une étude du dossier pour intégrer l'école d'ingénieur saisie, déjà, il n'y a pas forcément que les notes, on prend en compte différentes choses. Tout d'abord, les appréciations, par exemple, des professeurs, ou encore le fait, effectivement, on en parlait pendant le PowerPoint, mais pour faire vraiment simple, on prend en compte plusieurs choses, les appréciations des professeurs, les lettres de motivation. On prend aussi évidemment des notes parce que c'est important d'avoir aussi un socle et un niveau assez important dans les matières scientifiques. Il n'y a pas vraiment de moyenne type, mais effectivement, il est important d'être très bon. Ça sera pris en compte pendant l'étude du dossier. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, Oui. juste ça, mais tu voulais peut-être compléter, Guylaine. Vous voyez là dans la présentation, alors ça, c'est les critères saisis. Effectivement, une moyenne de 14 sur 20 est demandée pour être à l'aise, et on précise pour être à l'aise, c'est-à-dire 14 sur 20, c'est une moyenne. Donc, comme toute moyenne, il y en a qui sont dessus, il y en a qui sont en dessous. Mais nous, on considère que cette moyenne-là, voilà, c'est l'idéal pour réussir sa classe prépa sans difficulté, avec le travail, bien entendu, qu'il faut pour pouvoir mener son cursus préparatoire et aller à un cycle ingénieur. Si vous êtes en dessous de ces moyennes-là, c'est possible, votre dossier pourra être sûrement accepté si on tient compte de tous les critères, parce que comme vous le voyez, on ne tient pas compte que des notes et de la moyenne. On tient compte d'autres éléments, mais on met des points d'alerte en disant attention, ça veut dire que ça va nécessiter peut-être plus de travail pour cet étudiant qui rentre peut-être avec 12 de moyenne en classe préparatoire pour pouvoir atteindre le niveau suffisant et souhaité pour pouvoir aller en cycle ingénieur. Voilà, c'est pour ça que nous, on vous parle d'une moyenne de 14,20 qui est en général ce qu'on essaie de rechercher dans les dossiers pour que la classe prépa se passe dans les meilleures conditions. Ouais, donc pour en tout cas ce qui concerne ces écoles d'ingénieurs, on va sélectionner les dossiers post-bac sur deux critères, donc l'étude du dossier et un entretien de sélection que je vous présenterai juste après. Il faut savoir que chaque école d'ingénieur a aussi ses propres critères de sélection et qui sont obligatoirement affichés sur Parcoursup.
Donc n'hésitez pas, là Parcoursup va bientôt ouvrir, à aller regarder les écoles qui vous intéressent et voir justement les taux d'insertion, les critères de sélection, le taux de réussite. Voilà, tout est renseigné sur les fiches Parcoursup. En ce qui concerne saisie, donc il y a une première phase qui consiste à l'étude du dossier. Une fois que les vœux sont complétés sur Parcoursup, on reçoit tous les dossiers de candidature et on les lit tous. Il n'y a pas d'algorithme ou quoi que ce soit qui trie à notre place. Non, chaque dossier va être lu et on va regarder donc les notes en sciences. Alors c'est vrai que la voie royale, on va dire, c'est d'avoir 2 spécialités scientifiques en terminale pour pouvoir prétendre à une école d'ingénieur. Les maths qui sont vraiment indispensables à avoir en première et en terminale. Et après, nous, on a des critères de sélection où on peut se permettre de prendre un jeune qui aura fait maths et physique chimie, maths et sciences de l'ingénieur ou maths NSI pour ceux qui sont intéressés par les filières informatiques. Donc, maths voie royale, comme vous l'avez compris, et après l'option scientifique du choix de l'élève. On regarde aussi les notes d'anglais qui sont indispensables puisque pour pouvoir valider un diplôme d'ingénieur, il faut valider ce qu'on appelle le TOEIC. Donc, c'est un niveau d'anglais qui est prérequis pour pouvoir être diplômé. Donc, c'est vrai que ça va être un critère important chez nous. Le dossier de candidature et les notes en général, mais aussi les appréciations des professeurs sur les bulletins et aussi sur ce qui s'appelle la fiche à venir. Donc, chaque établissement va mettre pour ses élèves une fiche qui va renseigner un petit peu l'engagement de l'élève, si c'est quelqu'un qui est autonome, qui travaille bien, et puis l'avis de poursuite d'études dans l'école où les dossiers auront été déposés. Donc pour chaque élève et chaque école, il y a ce qu'on appelle une fiche à venir. Et nous, on la reçoit et on regarde bien évidemment ces critères-là. Et bien sûr, la lettre de motivation pour notre école. Nous, on demande un CV, une lettre de motivation. La lettre est importante. Attention à l'IA, je l'ai mis parce qu'il y a quand même de plus en plus de lettres qui sont rédigées par l'intelligence artificielle et on le voit tout de suite. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. On voit comment l'élève s'exprime et puis s'il connaît saisie, comment, s'il est là par hasard ou pas. Donc ça, ce sont des choses auxquelles on fait attention. Et puis, donc, je vous le mettais, une moyenne de 14 sur 20 est demandée pour être à l'aise à la rentrée en classe prépa. On va leur demander d'apprendre à travailler différemment, un autre engagement, un autre rythme. Donc, s'il y a un bon niveau scolaire, ça va permettre de se concentrer sur l'adaptation plutôt que sur les cours. Et ce sera quand même plus agréable pour eux, en tout cas sur les premières semaines. Et donc, après l'étude du dossier, les dossiers qui sont retenus donc, par rapport à tous ces critères-là, on invite les jeunes à passer un entretien de sélection. Et là, donc toujours pour les critères saisis, donc chaque école, je vous le disais, il faut bien se renseigner auparavant auprès des autres écoles. Nous, on les convie sur un entretien de 30 minutes qui se réalise avec un enseignant de l'école d'ingénieurs saisie et un professionnel du recrutement, donc des entreprises partenaires qui sont là aussi pour sélectionner leurs futurs ingénieurs. Donc cet entretien, il porte sur la motivation du candidat ou de la candidate. Pourquoi est-ce qu'elle veut venir à saisie? Pourquoi est-ce qu'elle veut faire des études d'ingénieur? Pourquoi être ingénieur? Est-ce qu'il y a déjà un métier auquel il s'intéresse? Et puis, on va discuter aussi de qui est ce jeune, qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, quels sont ses hobbies, ses passions, quel est son parcours, est-ce qu'il a déjà eu des jobs, des stages? Vraiment, on apprend à se connaître pour pouvoir être sûr que le candidat et saisie vont pouvoir matcher si on va bien lui apporter ce qu'il attend d'une école, est-ce que notre parcours, nos formations correspondent bien à son projet. Et puis, on va aussi poser une petite question de culture générale qu'il aura eu le temps de préparer avant l'entretien pour qu'on puisse voir un petit peu sa manière de réfléchir, comment il organise sa pensée et puis surtout comment il arrive à restituer sa pensée devant un auditoire. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour la pédagogie, qui est propre à saisie, où justement, on va leur demander de faire beaucoup de présentations orales pour pouvoir après, en entreprise, savoir s'exprimer correctement et puis donc voilà, restituer sa pensée de manière claire. Est-ce que Lucie, Rémi, vous voulez compléter cette partie recrutement? Il y a des questions sur le STI 2D Très assez régulières. Là, je vois dans les échanges. Oui. Donc, c'est possible d'intégrer notre cursus préparatoire avec un bac STI 2D. Dans Parcoursup, ce sera une option différente. Il y a déjà eu des questions des pourcentages. Est-ce qu'il y a plus de places de ceci, de cela? Effectivement, les nombres de places ne sont pas tout à fait les mêmes disponibles quand on a deux options scientifiques ou quand on a un bac STI 2D. Mais ça, vous le verrez, c'est affiché clairement sur Parcoursup. Il y avait une autre question Pareil aussi pour la moyenne attendue. La moyenne Oui. attendue, effectivement, on a pu le souligner,
l'attente sur les matières scientifiques, le programme est différent. Moins de choses sont vues, par exemple, en mathématiques, en STI 2D, c'est-à-dire qu'un élève qui a, on va dire, 14 ans en maths, prenons ça comme mesure de base, en mathématiques, en STI 2D, risque de rencontrer des difficultés. Donc, il faut qu'on soit attentif. Et c'est aussi à ça que sert cet entretien de sélection parfois. C'est à savoir si le jeune a cette conscience d'une marche à passer s'il avait suivi un cursus STI 2D. Parce qu'on ne peut pas y aller la fleur au fusil, et puis il faut être prêt aussi à pouvoir rattraper les écarts qu'il y a pu avoir sur les choix précédents. Donc c'est Alors, forcément vérifie pris en la compte, c'est pour ça capacité que ça à fait le s'engager. sujet, oui tout à fait, ça fait partie des sujets de discussion aussi, mais on laisse la possibilité par contre au candidat, à la candidate de venir s'exprimer sur ce sujet-là et pouvoir en discuter avec. On dit entretien de sélection, c'est vraiment un entretien, c'est-à-dire que ce n'est pas que des questions-réponses, c'est aussi un échange. Il y avait une autre question mais plus sur le cycle ingénieur. Je ne sais pas si tu le vois derrière, mais il y a une question qui portait sur les moyennes en cycle ingénieur. Alors, quand c'est par concours, après une classe CPGE, forcément, il n'y a pas de moyenne, puisque c'est un concours, donc il faut être dans les premiers du classement, et ça, c'est pour toutes les écoles d'ingénieurs, hein. Il y a des concours dédiés avec des plateformes, des banques de concours dédiées, donc il faut avoir le bon classement et être dans dans les X premiers pour pouvoir obtenir les places. Donc sur les concours, on ne va pas forcément parler de moyenne, quoique vous pouvez regarder la plupart des concours, normalement, il me semble que sur la plateforme SCI, il y a des informations sur les niveaux ou les notes, les dernières notes obtenues, les notes des dernières personnes qui ont été admises dans le concours. Donc c'est des informations que vous retrouverez. Après, on pourra parler de moyenne peut-être plus sur des BUT ou sur des prépas ATS ou sur des licences pro, où là, effectivement, on va regarder le dossier comme une entrée en cursus préparatoire, en cycle préparatoire. Et là, effectivement, on va regarder les bons dossiers. C'est pareil, il y a moins de place hein, par ces filières-là que par des filières cursus prépa intégré en règle générale. Je pourrais pas vous donner de pourcentage puisque j'ai vu qu'il y a eu plusieurs questions sur le sujet, mais il y a voilà, ça peut varier chaque année aussi en fonction du nombre de candidats. Mais globalement, oui, il y a de plus grandes places en général via la filière classe prépa intégrée et CPG. Il y avait la question, conseillez-vous de prendre l'option maths expert en terminale, quitte à prendre le risque d'avoir une mauvaise moyenne? Alors, l'avantage, là je vais parler encore une fois saisie, c'est qu'on connaît les lycées autour de nos campus. C'est l'avantage d'avoir 25 campus, on connaît l'écosystème, on va dire. Donc on sait que parfois, des mauvaises notes ne sont pas vraiment des mauvaises notes. Donc on est capable de regarder vraiment le bulletin, le dossier dans sa globalité. Et voilà, même si c'est un 4, un 6 de moyenne en maths expert, puis on voit que les maths à côté, il y a un bon niveau, qu'en physique, chimie, il y a un bon niveau, et l'appréciation du professeur, on saura faire abstraction des notes peut-être un peu dures de certains établissements. Et pour répondre à une autre question, tous les candidats admissibles passent un entretien, tous, oui, sans exception, tout à fait. On a aussi une question intéressante. Quelle valeur ajoutée entre une école privée comme CESI et école publique d'ingénieurs? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre par rapport à cette question? Alors, j'avoue que c'est une très bonne question, effectivement. En fait, il faudrait plutôt l'aborder par quels sont les métiers qui sont visés. Parce que finalement, la question n'est pas est-ce qu'on veut être dans une école publique ou une école privée, c'est plutôt l'école en question, vers quel sujet ou vers quelle typologie de métier elle est en train de préparer. Je vais prendre deux exemples assez concrets qui, j'espère, parleront à tout le monde. On travaille beaucoup avec un de nos partenaires, on enseigne chez eux, ils enseignent chez nous, qui est l'INSA de Strasbourg. On est en train de parler de Strasbourg. On travaille ensemble, par exemple, parce qu'on sait qu'on va former des personnes complémentaires. Là où peut-être qu'un ingénieur INSA aura plus de cours techniques, un ingénieur saisie aura peut-être plus de cours sur la gestion de projet. Après, ils pourront réaliser le même métier, on va dire, à l'issue, parce que ça va être le choix du jeune ou de la jeune ingénieure qui sort de son école et qui se dirigera vers les sujets qui l'intéressent.
mais on sait qu'on aura plus de profils sortis d'une typologie d'école qui iront vers des métiers de gestion de projet et plus de diplômés qui iront vers une autre typologie de métier sur un autre type d'école. C'est plus dans ce sens-là qu'il serait intéressant de l'aborder. S'il y a une différence, est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Alors peut-être que Rémi l'a en tête. Moi, j'aurais tendance à dire également, alors c'est de nouveau une question d'école, c'est même pas une question de privé, de public. Nous, on a un fonctionnement sur le mode pédagogique où on va se projeter sur des pédagogies qu'on dit actives, c'est-à-dire que mettre les élèves en situation de pouvoir prendre des décisions, poser des hypothèses. J'en parlais tout à l'heure, on est en train de travailler particulièrement le sujet avec nos étudiants de 5e année actuellement. Mais c'est une particularité de saisie, c'est pas une particularité d'école privée en fait. Donc la question est vraiment intéressante à poser. Donc, je me la suis pas forcément posée. J'essaye de réfléchir un petit peu à la réponse. Mais oui, c'est ce que j'y vois principalement, puisque même d'un point de vue enseignant-chercheur, qu'on soit dans l'une ou dans l'autre, on a des enseignants-chercheurs de spécialité. Je vous ai cité 2 exemples à Strasbourg, parce que comme j'ai dit, on travaille de concert avec les écoles publiques et on travaille avec leurs enseignants-chercheurs. Nos enseignants-chercheurs travaillent avec eux. Donc en fait, voilà, peut-être la proximité avec les entreprises, peut-être, effectivement, c'est vrai que c'est notre comité de direction sont les entreprises, en fait. Donc, on est directement aligné avec ce qui est donné comme ligne directrice de la construction de notre formation, qui vient des entreprises, de leurs besoins en termes d'employabilité, de leurs besoins d'ingénieurs sur le terrain. Ça pourrait avoir un lien ou un impact assez significatif. Après, le choix de l'école d'ingénieur, et là, ça va être aussi le sujet du prochain chapitre, c'est vraiment savoir dans quelle école votre enfant se sent bien aussi, dans laquelle il a envie de s'investir pendant 3 à 5 ans des fois. Est-ce qu'il aura plaisir à y venir au quotidien? Est-ce que l'état d'esprit de l'école lui correspond? Est-ce que la vie associative aussi, la vie de campus lui correspond? Dans quelle école est-ce qu'il va s'épanouir? Et là, que ce soit du privé ou du public, ce sera vraiment au ressenti de chacun, hein. Est-ce que les écoles privées sont plus facilement accessibles? Non, il y a les critères de la CTI qui sont assez clairs là-dessus, sur le niveau scolaire et puis le contenu des cours. Enfin, Rémi, j'ai vu que tu as ouvert ton micro, tu veux peut-être y répondre? Non, non, tout à fait. Je voulais juste compléter. Alors, des différences qu'il peut y avoir entre les privés et les publics. Disons que nous, en tant qu'école privée, on va faire peut-être appel à plus de personnes qui sont dans le monde professionnel dans le cadre des enseignements. Et on a des enseignants qui sont issus pour certains du monde professionnel. Où là, dans peut-être une école publique, il y aura peut-être plus d'enseignants-chercheurs que d'enseignants professionnels. C'est peut-être des différences qu'il peut y avoir entre les écoles. Voilà, c'est quelques petites différences qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Après, toutes les écoles s'équipent. Après, c'est le moyen de le financer qui est différent. Donc, c'est fondamentalement différent. Alors, je vous propose de passer donc au... Et oui, pour compléter sur Ouais. les critères, par exemple, effectivement, c'est plus que là où tu m'as donné la main, est-ce qu'il y en a qui sont plus facilement accessibles, puisque c'est pour répondre à cette question-là où je suppose que tu répondais, et je confirme avec ce que tu disais. La commission d'éthique d'ingénieurs est très claire, hein, et nous audite très régulièrement sur les sélections, qu'on soit privé ou public, peu importe. Ça fait partie des critères communs où on est effectivement audité pour savoir si on permet en fait aux étudiants qu'on sélectionne, on donne la chance aux étudiants qu'on sélectionne de pouvoir aller vers du cycle ingénieur, puisque c'est ça l'idée en fait, hein. C'est qu'une fois que vous rentrez dans un cursus préparatoire où vous faites une classe CPGE et un cycle ingénieur derrière, l'objectif c'est de permettre à chacun de pouvoir aller au bout de sa formation. Donc les critères on est tous soumis à la même enseigne au niveau des écoles d'ingénieurs. C'est peut-être la façon dont on procède à la sélection qui peut différencier. On vous a exposé la nôtre, il peut y en avoir des différentes, comme certaines écoles font des concours, d'autres font plutôt des dossiers plus entretien comme nous. Voilà, il peut y avoir des critères différents, enfin
des modes opératoires différents. Et après, certaines écoles vont peut-être donner la chance avec des étudiants ou des lycéens qui ont des moyennes plutôt à 16-17 parce que c'est leur credo, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'aller sur cette typologie d'étudiants et avec peut-être moins de place pour pouvoir y rentrer, mais c'est un choix de l'école. Voilà. Après, il y a des minimums, il y a une organisation. En fait, ce que nous demande souvent la CTI, c'est que les dossiers soient extrêmement bien étudiés et qu'on permette à tout le monde d'avoir la chance d'aller à la fin de la formation. C'est pour ça que notamment sur les STI 2D, on est rendu attentif très fortement par la commission des titres d'ingénieur à ce niveau-là pour dire attention, ces lycéens ont eu moins de cours scientifiques que les autres. Donc, il faut que vous y apportez un peu plus de soins dans l'accompagnement et éventuellement des cours de remédiation ou de remise à niveau pendant le cursus préparatoire. Et donc, si on avait une majorité de STI 2D en comparaison des autres, ça nécessiterait plus de ressources chez nous pour accompagner avec des remises à niveau. Donc, forcément, ce ne serait pas la même organisation qui irait derrière. Donc, c'est pour ça aussi que il y a ces points à temps qui nous sont rendu attentif par la commission de titre d'ingénieur de nous donner les moyens de pouvoir accompagner les étudiants dans leur formation. Et donc, chapitre suivant, comment vous allez accompagner vos enfants dans leur choix d'orientation et leurs études d'ingénieur. Et là, on va passer la main donc à Camille Jeanne. Je me mets juste sur la bonne slide. Donc, comment accompagner son enfant dans son projet? Effectivement, là on va passer au chapitre pour la partie accompagnement parce que comme on l'a dit depuis le début de cette présentation, être un ingénieur, c'est plus qu'un métier, c'est une posture, c'est une maturité, c'est une façon de penser. Et donc voilà, c'est assez particulier et il est important, si vous voulez, d'avoir un accompagnement de la part déjà du parent vers l'enfant, mais de l'enfant lui-même aussi. Donc, on pourrait peut-être penser cet accompagnement en 3 étapes différentes. Étape numéro 1, c'est le fait de se renseigner. Il est très important lorsque l'enfant est au lycée, peut-être même dès la seconde ou même dès la première, de commencer à se renseigner sur tout ce qui est possible d'effectuer en termes de formation pour que l'enfant puisse suivre des formations d'ingénieur. Donc, on vous conseille vivement, effectivement, de vous renseigner. Donc, aujourd'hui, en 2025, il y a de multiples manières de se renseigner, que ce soit sur Internet, en participant comme par exemple sur le PowerPoint, à des salons, des journées portes ouvertes sur les écoles. Les écoles, en fait, multiplient, si vous voulez, aujourd'hui, les manières de rencontrer les jeunes et les parents pour pouvoir leur expliquer ce qu'elles proposent. Donc, effectivement, là, on est en plus en pleine période où il y a des salons assez connus d'ailleurs, hein, comme Studirama, l'étudiant, etc., qui ont lieu dans toutes les villes de France où il y a les campus de Dijon. Comme on vous l'a montré au tout début, il y a 25 campus en France et dans tous les villes pardon, où il y a un campus, il y a des salons. Notamment le vendredi et le samedi. Un petit exemple, par exemple, à Strasbourg, il y en avait un la semaine dernière, à Dijon, il y en a un dès demain, et samedi, Salon Studirama. Voilà. Donc, on vous conseille de participer à des salons. Comme pour les salons, les écoles organisent aussi, évidemment, CESI en fait partie, des journées portes ouvertes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des journées dédiées, en fait, à réponse aux questions, à l'information des parents et des élèves, où, en fait, les portes sont ouvertes, de manière c'est très journée portes ouvertes. Donc les portes sont ouvertes aux externes de l'école où en fait on va expliquer toutes les formations proposées à l'école. Souvent ce qui est fait c'est que dans chaque salle en fait chaque salle est dédiée à une filière, à une formation où il y aura en fait des étudiants ambassadeurs qui seront là pour témoigner de leur expérience étudiant, des responsables pédagogiques qui vont pouvoir expliquer leur formation, comment se font les cours, etc. Des chargés des admissions comme moi qui expliquent la partie admission, comment se passe l'étude du dossier, l'entretien, etc. Donc voilà, des journées où en fait
tout est fait pour que vous puissiez repartir avec disons, un esprit un peu plus éclairé et la réponse à toutes vos questions. Donc, on vous conseille effectivement de vous renseigner en ligne, mais aussi dans les salons, journées portes ouvertes, etc. Il y a aussi effectivement aujourd'hui en France des plateformes, des sites dédiés à l'orientation des étudiants comme Parcoursup, Onicep et Totis, qui vous permettent en fait d'avoir déjà des informations fiables parce qu'elles sont publiques et réputées en France. Donc, il ne faut aussi pas hésiter à aller sur ces sites. Je le disais dans la partie conversation, mais Parcoursup est ouvert dès le 17 décembre pour la phase d'information. Alors, vous ne pourrez pas encore formuler de vœux avant mi-janvier, mais dès le 17 décembre, vous pouvez vous inscrire sur Parcoursup pour, en fait, même pas vous inscrire directement, aller sur le site Parcoursup pour voir, en fait, toutes les formations qui seront proposées, en fait, lors de la phase de formulation de vœux. Voilà, c'est aussi très intéressant. Et pour la partie aussi chiffrée, Parcoursup est très intéressant parce que, en fait, il y a écrit les pourcentages, en fait, si vous voulez, d'admission, etc., sur, en fait, Parcoursup directement. Voilà, on peut passer à la slide dessus. L'étape 2, comme on le disait, donc c'est en 3 étapes, se projeter, essayer et découvrir. Aujourd'hui aussi, plus le temps avance, plus aussi les écoles, en fait, si vous voulez, permettent en fait aux parents et aux élèves, encore une fois, de se projeter, d'essayer de découvrir en fait les formations d'ingénieur et les métiers d'ingénieur en réalisant par exemple des visites d'entreprise, des stages. Ça peut d'ailleurs aussi être au lycée, je parle des écoles, mais même au lycée finalement, on peut réaliser des stages, on peut réaliser des visites d'entreprise pour en fait directement s'immerger dans les milieux professionnels, voir si l'environnement, le métier, les missions nous plaisent ou au contraire ne plaisent pas, et pour en fait prendre une décision assez rapidement avant en fait finalement de commencer un parcours qui ne plairait pas à l'enfant. Donc voilà, on vous conseille vivement de vous projeter, d'essayer de découvrir en fait ce milieu-là. Donc comme on disait, l'ingénieur peut avoir différentes spécialités. On peut avoir la spécialité dans un généraliste plutôt industrie, informatique, c'était embarqué et BTP. Donc n'hésitez pas en fait à réaliser des stages, des visites d'entreprise dans ces domaines-là. D'ailleurs, en parlant de visites d'entreprise, effectivement, en cycle préparatoire, nous, on aime bien aussi proposer aux étudiants des visites d'entreprise directement en cycle préparatoire, vu que les élèves sortent de lycée, nous ne sommes pas encore tout à fait habitués au milieu professionnel. Donc, on propose ce genre de visite. Là, par exemple, sur le diaporama, vous pouvez voir une visite chez Thermodine qu'on a effectuée le mois dernier, il me semble. En plus de cela, on peut aujourd'hui faire des immersions et des mini-stages dans les écoles. Voilà, donc je trouve que c'est un outil très sympa à l'étudiant en question pour voir concrètement en fait si le cursus, le métier, la manière d'enseigner aux élèves plaît à l'étudiant ou pas. Donc effectivement, on y reviendra à la fin de la présentation, mais les immersions sont possibles à Saisy pendant des demi-journées en fait directement en classe avec les étudiants pour voir si cela nous plaît ou pas. Ça, c'est la troisième étape. Là, c'est plutôt la partie, on va dire, après. Donc là, donc, vous êtes préparé en vous renseignant sur Internet lors des salons, etc. Vous avez essayé le métier d'ingénieur et les différents milieux professionnels. Et là, on a la partie se préparer, parce que disons que le parent et l'élève, ça plaît vraiment et vous voulez vraiment poursuivre dans ce cursus, eh bien, il est aussi important de vous préparer. On se prépare comment? En mettant en avant tout d'abord les expériences associatives et sportives qu'on a pu effectuer en fait lors de tout le cursus en fait avant les écoles, mais aussi dans la vie privée qui peuvent être utiles en fait lorsque vous allez postuler dans une école, mais aussi quand vous serez à l'école directement. On peut aussi se préparer comment en favorisant la curiosité scientifique et en développant l'autonomie. Effectivement, aujourd'hui, grâce à Internet, à des organisations comme la Fête de la Science ou des magazines scientifiques, eh bien, vous pouvez vous acculturer sur la science, sur les différentes thématiques en sciences et apprendre des choses, développer vos connaissances et vos compétences là-dessus pour en fait connaître un peu plus ce domaine et encore une fois se préparer en fait pour la formation d'ingénieur tout simplement. C'est la dernière slide. On peut aussi se préparer effectivement en valorisant les projets scolaires parce que si vous voulez, le fait quand vous allez postuler aux formations d'ingénieurs, il sera aussi
positif, favorable pour l'élève de mettre en avant les projets scolaires réalisés jusqu'ici qui correspondraient finalement au cycle ingénieur chez CESI et qui pourront être aussi avoir un impact positif sur votre candidature et puis même pour vous-même en vous rappelant des projets réalisés, en voyant ce qui vous a plu ou non en réalisant ces projets. Voilà, ça sera tout pour ce chapitre. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, peut-être avant de passer à la partie où les parents et les élèves peuvent directement s'exprimer, moi j'avais relevé deux questions auxquelles de manière consciente, j'ai pas dit la question à l'oral pour qu'on puisse y répondre à la fin. On a une question sur la partie redoublement, échec aux différentes évaluations, comment ça se passe pour cette partie-là. Donc je vais laisser mes collègues y répondre. Alors, si on prend déjà les cycles préparatoires sur ces sujets-là, à partir du moment où on est en école d'ingénieur en cycle préparatoire intégré, c'est du contrôle continu. Donc, c'est-à-dire que les éléments vont se poursuivre. Les évaluations vont avoir lieu au fur et à mesure que l'année avance. Systématiquement, il peut y avoir échec sur un premier examen, comme dans d'autres écoles d'ingénieurs, il est toujours prévu une possibilité de rattrapage. C'est-à-dire qu'un examen donne lieu à un deuxième examen s'il est manqué, tout simplement parce qu'on a le droit de se prendre une fois les pieds dans le tapis et comprendre ce sur quoi il faut qu'on travaille pour pouvoir s'améliorer. Si on prend alors peut-être les chiffres de l'année dernière, je les ai à peu près en tête. En fin de première année en cycle préparatoire, je vais prendre la promotion de Strasbourg, ils étaient assez nombreux, donc statistiquement, ça pourrait être représentatif. 90% de nos élèves ont pu passer en deuxième année. De la deuxième à la troisième année, là, on est sur 98%, c'est-à-dire que ceux qui avaient besoin de faire une nouvelle première année l'ont fait. Mais généralement, quand ils sont bien lancés dans le cursus, arriver en cycle ingénieur, ils ont pris le rythme de travail qui leur permet de le faire. Lorsqu'ils sont en cycle ingénieur, par contre, vraiment à ce point-là, en tout cas, les élèves qui étaient en cycle préparatoire arrivent jusqu'au bout et arrivent majoritairement au diplôme. On va dire que l'un des écueils, mais c'est le même écueil que pour l'ensemble de toutes les écoles d'ingénieurs, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est la validation du niveau d'anglais. Oui, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Je leur donne même des cours en anglais pour essayer de les motiver. Mais tous nos élèves en cycle préparatoire sur le cycle ingénieur s'en sortent très bien. Je pense que c'est l'un des avantages des cycles préparatoires intégrés. Échec à l'examen final, c'est-à-dire des élèves qu'on aurait amenés jusqu'au bout et qui ne valideraient pas pour une raison ou une autre. Une de ces premières raisons restant quand même le TOEIC. On doit être sur une validation, c'était supérieur à 90% à l'issue des présentations de PFE, donc projet de fin d'études, qui est vraiment l'aboutissement de la formation. Les quelques élèves en rattrapage, pour l'instant, ont validé. Alors après, il n'y a pas 100% de réussite. Ça, ce sera un monde idéal et on fait en sorte de les accompagner maximum vers la réussite. Mais effectivement, ça reste un échantillon représentatif de la population, comme j'ai coutume de le dire. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes peut-être qui se sont égarées, il y a quelques personnes qui se sont mal orientées, et quelques personnes qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de faire de mathématiques pour faire une école d'ingénieur. Du coup, il faut qu'on puisse discuter avec ces étudiants-là pour pouvoir leur permettre de trouver leur voie. Mais ça reste quand même une bonne réussite. En tout cas, tout est mis en place pour pouvoir le leur permettre. Ça, ce sont vraiment les chiffres, retour d'expérience sur CESI sur l'année dernière. Merci Lucie. On Ça avait eu répondait aussi à la question. Oui, je pense que... J'ai juste une question qui rebondit dessus. Si on échoue en première année, est-ce qu'on redouble? Ça va vraiment dépendre de la situation des élèves. Alors, ça va dépendre des écoles d'ingénieurs. Je vais vous prendre l'exemple de la manière dont on peut fonctionner sur l'école CESI. On l'a dit un petit peu plus tôt, il y a un accompagnement individuel. C'est-à-dire qu'un étudiant ou une étudiante qui se retrouve en situation de difficulté, dès le milieu de l'année, on commence à s'en inquiéter. C'est-à-dire que dès le milieu de l'année, on prend le temps d'en discuter avec lui ou elle pour pouvoir essayer de comprendre. Si l'étudiant ou l'étudiante est finalement en
en volonté, en motivation et à ce souhait de se dire, bah, si moi je veux vraiment y retourner, c'est toujours ingénieur que je veux faire, on va l'accompagner dans un redoublement. Par contre, on va aussi se permettre de se poser la question de la réorientation. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas à tout prix de garder une personne en cycle ingénieur quoi qu'il arrive, c'est plutôt de se poser la question, est-ce que si tu rencontres ces difficultés, ça signifie que il ne faut pas envisager un autre cursus qui correspondrait mieux à ce que tu as envie de faire, qui te mettrait dans qui te rapprocherait des cours dans lesquels tu réussis le mieux, et on va être sur de l'individuel. Donc ce n'est absolument pas systématique, ce redoublement. C'est vraiment le fruit d'une réflexion et d'une discussion avec l'étudiant ou l'étudiante qui est dans la difficulté, et ça c'est très important. Forcer coûte que coûte ou diriger coûte que coûte n'a absolument aucun sens et ça les met pas dans de bonnes dispositions. Je vois qu'il y a une personne qui dit, voilà, oui, c'est déjà arrivé. On a certains de nos étudiants en première année, voire même en milieu de première année, on a constaté des difficultés malgré leurs efforts, malgré le travail. Et eux-mêmes avaient identifié, par exemple, qu'ils préféraient travailler vraiment sur des métiers d'informatique. On les a réorientés sur les bachelors. Alors, c'est vrai que c'est l'un des avantages de CESI, c'est qu'on est école d'ingénieurs, mais on a d'autres formations. Donc, parfois, on les réoriente sur ces autres formations déjà en interne. Ils peuvent discuter directement avec les étudiants et avec les enseignants de ces bachelors. Et comme l'a dit Guylaine un petit peu plus tôt, on connaît bien le tissu local, on connaît les autres écoles, on connaît les enseignants des autres écoles. Donc on essaye de les accompagner sur ces cursus qui peuvent les aider, en tout cas qui peuvent les mettre sur la voie de ce qui les intéresse eux. Parce que c'est de ça en fait dont on est en train de parler. Parfois on se fait tout un monde de l'ingénieur. Oui, c'est un statut, c'est un titre, etc. Mais après, il y a des étudiants qui sont sortis avec un master professionnel de très bonne qualité, qui sont dans un métier qu'ils aiment et qui sont très contents d'avoir découvert et qui leur conviennent parfaitement. Chaque personne va être différente, donc on va forcément essayer de trouver la meilleure voie pour cette personne. Parfois, la meilleure voie, c'est peut-être pas l'école d'ingénieur. On a le droit de s'être trompé au démarrage. C'est absolument pas la fin du monde. Tout va bien se passer et de tous les cas, on l'accompagnera pour ça. J'ai une petite question sur est-ce que les étudiants ont passé 5 ans sur le même site CESI? Je vais aller plus loin. J'ai des étudiants qui ont passé 6 ans. Ils sont même restés en master spécialisé. Ils ont fait un bac plus 6. Ils voulaient plus partir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont fait un doctorat, mais Il y a plusieurs questions justement sur la mobilité entre campus. Alors, tout dépend du statut de l'étudiant ou de l'étudiante. Est-ce qu'il est en statut étudiant ou est-ce qu'il est en statut apprenti? Si c'est un statut apprenti, il y a un contrat de travail qui est signé donc, sur le cycle ingénieur pendant 3 ans avec une entreprise. Donc, ça va être plus compliqué de changer de campus en cours d'année. La possibilité, elle est sur la 5e année quand il y a une option à aller chercher. Si un campus propose une option vraiment qui correspond mieux aux souhaits de l'étudiant, on peut l'envoyer sur ce temps d'option dans un autre campus. Quand on est en statut étudiant, on est beaucoup plus mobile, beaucoup plus libre. On peut même partir à l'étranger. Donc, on peut changer de campus. On peut faire sa première année de cursus prépa général à Strasbourg et puis faire sa deuxième année orientée généraliste sur Nancy et puis faire son cycle ingénieur à Bordeaux si on le souhaite. L'admission à CESI, quand on est admissible sur un campus, on est admissible sur tous les campus CESI. Donc il y a possibilité de transfert entre les campus. C'est à la main des directeurs qui donnent leur aval pour des transferts, donc des directeurs et directrices, pardon, qui donnent leur aval pour les transferts de dossiers, donc pas de problème, oui. Et il y avait un autre vœu sur la mobilité. Ah oui, sur la mobilité, c'est ce que tu expliquais. Oui, et puis il y avait une question qui disait, à savoir, est-ce qu'on peut changer tous les ans? On va dire que changer de campus tous les ans, c'est pas conseillé parce que ça veut dire qu'on se pose trop de questions, on va dire. Je pense qu'effectivement, un cycle ingénieur, il se fait en 3 ans, un cursus préparatoire, il se fait en 2 ans, sauf dans le cas effectivement des majeurs et des mineurs qui peuvent être sur d'autres campus. Mais c'est pas forcément conseillé de changer tous les ans de campus, bien que, on va dire, techniquement, c'est possible. Mais il vaut mieux avoir une continuité dans le parcours. Les transferts sont plutôt à la fin de entre la prépa et le cycle ingénieur ou sur la dernière année pour aller chercher une option qui intéresse plus sur un campus. Là, je vois la question, toutes les formations sont dispensées sur tous les campus? Non, pas forcément. Donc, c'est vrai qu'il y a des campus qui vont proposer, par exemple, Strasbourg, là, nous, on propose la formation en informatique et en bâtiment et travaux publics.
Dijon, qui est représenté ici par Camille Jeanne, eux, ils ont la formation informatique et généraliste. Donc il y a vraiment des spécialités par campus en fonction aussi des enseignants-chercheurs qui sont là, qui apportent leur savoir en cours. Et donc là, pareil, les options de dernière année ne seront pas les mêmes sur tous les campus. Ça dépend des spécialités. Donc il faut bien regarder sur le site de l'école, chaque diplôme d'ingénieur de spécialité a les campus qui y sont rattachés. Il y avait une question sur les bourses pour savoir si c'était possible d'avoir des bourses en école privée. Oui, c'est tout à fait possible d'avoir les bourses en école privée. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait accessible. Il y avait Il y a une question sur les avantages et inconvénients entre statut étudiant et statut apprenti en ingénieur. Alors en fait, on revient un petit peu sur cette idée de choix et de parcours. L'avantage du statut apprenti, il est assez évident généralement, c'est d'avoir une expérience professionnelle stable, de se former à un métier et d'avoir ses études rémunérées. Là, on est d'accord que c'est un petit peu le socle ou le point qui peut attirer. L'avantage du statut étudiant, ça va être la liberté. Je pense qu'on peut l'orienter comme ça. Le statut étudiant va permettre de pouvoir faire plus d'expériences professionnelles, en tout cas plus de diversité d'expériences professionnelles. Lorsqu'on est apprenti, on est apprenti dans une entreprise, voire même parfois dans un service au sein de l'entreprise, et on y est pendant 3 ans. On ne va pas signer un contrat d'apprentissage chaque année, on va signer un contrat d'apprentissage de 3 ans. Et donc, on a un petit peu moins de diversité dans les stages et la possibilité aussi de tout ce qu'on a dit juste avant, d'aller faire un semestre à l'étranger et d'aller faire des expériences anglophones autres. Donc, on va dire que d'un côté, on gagne peut-être en stabilité ou sécurité, et de l'autre, on gagne en liberté et diversité. C'est pour ça que cette idée de la discussion du projet professionnel, elle est importante quand on a cette diversité de choix. Après, autre avantage et inconvénient, alors ça c'est souvent plus pour les étudiants et les étudiantes, c'est vrai que quand on est étudiant, on a des vacances scolaires. Alors quand on est apprenti, on a les 5 semaines de congés payés, il faut faire la part des choses dans ce qu'on a envie de faire. Et forcément, quand on a un employeur, il faut pouvoir lui rendre des comptes, il faut pouvoir répondre à ce contrat d'apprentissage qu'on a signé. Donc, la maturité, la responsabilité qui va avec, elle doit faire partie du projet, tout simplement. Oui, puis en apprentissage, on a toutes les obligations d'un salarié, hein, de toute façon, avec la nécessité de répondre aux besoins et autres différences aussi entre les deux parcours. Sous le statut d'étudiant, vous allez avoir la possibilité de faire des doubles diplômes avec des universités partenaires qui ne sont pas possibles dans le cadre des contrats d'apprentissage, hein, des formations par apprentissage. Donc ça rentre dans la liberté et la diversité possible du statut étudiant. Il y avait des questions sur le Parcoursup, sur la sélection. Donc c'était... Ah oui, comment est réalisé le choix du campus? Est-ce que c'est à la main de saisie selon un classement? Et puis il y en avait une autre pour Parcoursup. Est-ce qu'il y a un vœu et autant de sous-vœux que de campus visés? Donc il y a un seul vœu sur Parcoursup pour saisie école d'ingénieur et ensuite donc des sous-vœux de campus. Et c'est le campus le plus proche de chez vous qui va s'occuper de votre sélection. Et ensuite, même si vous êtes par exemple proche de Dijon et que vous voulez faire vos études à Lyon, ensuite il y aura des transferts entre campus en fonction des places disponibles sur chaque campus. Ce n'est pas nous qui choisissons votre campus, mais c'est vous qui en faites le vœu. Et nous, après, on fait la sélection dans le campus le plus proche. J'espère que c'est clair. Mais c'est bien un seul vœu saisi. Il y a une question sur les différentes spécialités, oui. Oui, est-ce que vous pouvez, excusez-moi, à la question, est-ce que c'est clair? J'ai pas très bien compris l'histoire des campus. Oui, donc il y a, je vous en prie, sur Parcoursup, vous allez pouvoir sélectionner donc un vœu pour saisie école d'ingénieur, donc ça compte vraiment comme un seul vœu. Et donc c'est le campus le plus proche de chez vous qui va convoquer donc le candidat pour faire son entretien de sélection. Et pendant cet entretien de sélection, il pourra expliquer donc sur quel campus il veut étudier. Et ensuite, nous, on fera les transferts de dossiers entre campus. Après, il y a bien un nombre de places précises par campus. Donc, mais normalement,
Il n'y a pas de problème, il y aura de la place pour tout le monde. Mais c'est vraiment un seul vœu saisie, vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs de vos vœux Parcoursup pour plusieurs campus. C'est bien un vœu pour saisie école d'ingénieur. C'est un vœu selon le nombre d'options que vous avez ou si vous avez fait un bac STI 2D. En fait, sur Parcoursup, ça va se présenter sous 4 possibilités de sélection et donc c'est en fonction de votre parcours et des options que vous avez en lycée que vous allez choisir le bon vœu. Et après seulement, ce sera les campus. Il y a quelques Bonjour. questions. Vous questions. pouvez développer ces points-là, s'il vous plaît, monsieur? Tout à fait. Alors oui. Donc sur Parcoursup, quand ça va être ouvert là, le 17 décembre, vous avez saisie école d'ingénieur, mais vous allez le voir apparaître 4 fois. Saisie école d'ingénieur pour les lycéens qui ont 2 options scientifiques, maths et une autre. Saisie école d'ingénieur pour ceux qui n'ont qu'une seule option scientifique et d'autres options qui ne sont pas scientifiques. Saisie école d'ingénieur pour ceux qui ont un bac STI 2D. Et saisie école d'ingénieur pour ceux qui sont en réorientation, c'est-à-dire des étudiants qui sont sortis déjà il y a 1 an du bac, qui ont débuté une formation et qui veulent reprendre le cursus saisie d'ingénieur, saisie école d'ingénieur. Est-ce que c'est plus clair du coup? Oui, merci. Alors, la spécialité généraliste est-elle la spécialité industrie et innovation? Oui. Il y a C'est une bien autre question celle-ci. sur Alors j'ai vu, il y avait des questions d'ouverture sur tel campus et tel autre. On ne peut absolument pas se prononcer sur ce type d'informations puisqu'elles sont dépendantes de ce que la CTI nous autorise à réaliser en fonction des dossiers de demande qu'on a faits. Et tant que le processus ne s'est pas déroulé auprès de la commission d'études d'ingénieurs, on ne peut absolument pas se prononcer sur des ouvertures potentielles d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou autre, puisqu'il y a des délais qui sont demandés par la commission d'études d'ingénieurs pour pouvoir déposer des demandes par rapport à des précédents audits. Donc là, voilà, ça peut être des temps longs et tant que la CTI ne nous a pas dit oui, vous pouvez ouvrir, on ne peut absolument pas communiquer sur le sujet. Afin de Une connaître question peut-être. allez-y. Vas-y. Il y a une question sur les spécialisations, mais vas-y. Merci, Lucie. Ce qui est très pratique pour, en fait, si vous voulez connaître quel campus propose quelle spécialité et même quelle formation en tant que telle, vous pouvez directement aller sur Internet, sur le site de saisie, la formation en question. Tout en bas de la page, il y a les campus proposés par la formation. Donc, par exemple, si vous allez, par exemple, sur saisie, un cycle ingénieur en système embarqué, eh bien, vous verrez que, par exemple, Toulouse et Nanterre feront partie des campus et ils seront en fait directement écrits sur sur la page en fait de l'information du site internet de saisie. C'est très pratique si vous voulez directement aller voir sur le site pour voir quel campus propose quelle spécialisation. Et donc, ça rejoint quelles spécialisations sont possibles? Ouais, c'est ça. Donc, les spécialisations possibles, il y en a 4 principales. Il y a industrie et innovation qui va plus être orientée à ce qu'on appelle la filière généraliste, mais vraiment orientée sur, alors, on va dire, ça va être un bagage regroupant l'ensemble des sciences fondamentales. Donc, ça reste quelque chose qui est assez large en termes de parcours, qui ouvre pas mal de portes du coup. On va avoir la spécialisation informatique. On va avoir la spécialisation système embarqué et la spécialisation BTP. Quand on va rentrer dedans, on va encore avoir des sous-choix et des sous-choix, c'est-à-dire qu'on va avoir des majeurs, on va avoir des options, etc., mais on va dire que ça va être les 4 grandes spécialités. Et pour répondre à une question qui est juste un tout petit peu en dessous, effectivement, ces spécialités, on commence à y réfléchir dès le cycle préparatoire. C'est-à-dire qu'en 2e année de cycle préparatoire, on va choisir ce qu'on va appeler une mineure, donc une première orientation sur ces 4 grandes spécialités que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Et sur ces 4 grandes spécialités, on va quand même essayer de garder quelques ponts. C'est-à-dire qu'une partie de la mineure BTP, une partie de la mineure généraliste ont des ponts communs pour pouvoir permettre peut-être de changer d'idée ou de se dire « Ah mince, je n'ai pas fait le bon choix, je ne vais pas redoubler puisque j'ai réussi mon année, mais on va s'organiser pour pouvoir combler les quelques écarts et rejoindre quand même un cycle ingénieur. » Même chose pour le système embarqué et l'informatique, une partie du programme est commun, ce qui permet donc d'avoir quand même un temps où on va se, entre guillemets, réorienter au sein de son orientation
et s'en assurer. Mais ça se passe dès le cycle préparatoire. C'est pour ça que je vous ai dit que ces discussions au travers du parcours, on les a dès la première année, en fait. La filière anglophone est-elle sélective au niveau des notes et soumise à un certain niveau d'anglais? Est-ce que tout le monde peut y Alors, accéder? à un certain niveau d'anglais, oui, il faut que les élèves puissent suivre. Et quand on dit anglophone, c'est anglophone, leur responsable de formation est anglophone. On ne leur parle qu'anglais tout le temps. Donc, si la personne a des grosses difficultés en anglais, il ne faut pas que ça le mette en péril sur les autres cours. Donc, ça, c'est quand même un point sur lequel on va être attentif de nouveau pour que ça se passe bien pour l'étudiant ou l'étudiante. Aujourd'hui, ce sont des filières qui sont assez jeunes à saisir. On les a développées sur les quelques dernières années. Pour l'instant, on met suffisamment de place pour que les élèves intéressés puissent le suivre. Donc, on va dire qu'on n'a pas encore eu le besoin de se poser la question de la sélectivité dans le sens où des élèves qui viennent de nos cycles préparatoires qui sont admis en 3e année, on n'a pas eu besoin de leur restreindre l'accès parce que c'est assez neuf. Par contre, c'est vrai que nos promos commencent à être bien remplis. Donc, peut-être que par la suite, il va falloir qu'on se pose la question effectivement là-dessus. On est attentif au niveau d'anglais pour pouvoir s'assurer du bon suivi du cours. Et on a également sur ces filières anglophones, et c'est là où ça devient intéressant, des étudiants des étudiants de l'étranger qui viennent faire des semestres académiques. Donc, on a un magnifique melting pot d'étudiants qui viennent des États-Unis, du Pakistan. On avait des étudiants qui venaient du Sénégal, on avait des étudiants qui venaient de Chine, qui viennent se joindre à cette filière anglophone-là. Les filières anglophones, par contre, elle est sous statut étudiant, je précise juste, sous statut étudiant, donc elle concerne les filières informatiques et généralistes. Et pour les candidats qui viendraient après une classe préparatoire aux grandes écoles ou après un BUT sur ces filières anglophones, il faut présenter un niveau B1 en anglais, donc un niveau de TOEIC qui atteste le fait que vous savez avoir une conversation technique et lire des textes scientifiques en anglais. Le choix de l'anglophone ne se fait pas sur Parcoursup, hein, il est fait à l'issue de la 2e année du cursus préparatoire. En fait, anglophone, c'est uniquement sur les cursus ingénieurs et pas au cycle préparatoire. C'est pour ça que ça n'apparaît pas sur Parcoursup. C'est seulement un choix qui se fait à partir de la 3e année. Quel est le pourcentage de filles? Alors, ça va dépendre des spécialités. Ça dépend des spécialités. Ça dépend des spécialités, ça dépend des années. Ça dépend des années. Je vous donne l'exemple assez criant du bâtiment et travaux publics. Si je prends 2 promos qui ont juste 1 an d'écart sur juste un campus, je suis passée d'un taux de femmes au sein de la promotion qui était de un peu moins de 10%, à un taux de femmes sur ma promotion actuelle qui est supérieur à 25% d'une année sur l'autre. Donc, et on est aux alentours de 20% sur le retour d'expérience des années précédentes, un petit peu si je fais vraiment une grosse moyenne. Et ça va dépendre un petit peu des cursus, vraiment d'une année sur l'autre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a de plus en plus de femmes sur les filières informatiques, sur les filières bâtiments et travaux publics. Après, historiquement, sur la filière généraliste, c'est toujours resté quand même une représentation qui est assez positive. Voilà. Est-ce que tu sais, Camille Jeanne, sur les formations généralistes chez vous? Il faut juste, alors effectivement, en plus j'avais pensé à intervenir. Effectivement, ce qu'on remarque et ce qui est très positif, c'est que plus on avance dans le temps, plus on a de filles et de femmes dans nos classes, soit en cycle préparatoire et en cycle ingénieur. Plus concrètement, par exemple, là en cycle préparatoire, on a après, il faut savoir que Dijon est un petit campus. Nos classes ne dépassent pas de souvent 15 étudiants. Et bien, on a 5 filles en cycle préparatoire première année, alors qu'on en avait seulement 2 ou 3 l'année dernière. Donc, c'est en progression et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans les taux de formation ingénieurs des campus de saisie. Donc, c'est en évolution. C'est pas encore une évolution aussi rapide qu'on le souhaiterait, parce qu'il y a des facteurs sociétals, il y a aussi peut-être une partie aussi psychologique malheureusement, mais c'est en croissance. On a de plus en plus de filles dans nos classes et on en est très content. Juste pour compléter la question sur la 2e langue vivante, on est en train de démarrer la possibilité à certains de nos étudiants de pouvoir
compléter effectivement l'anglais avec une deuxième langue vivante. Et pour l'instant, c'est pas encore sur tous les campus, c'est sur certains campus. Donc, on commence cette possibilité pour certains campus et c'est du volontariat. On a Alors, vu une comme... question. Vas-y, vas-y. Il y a, vers le début, ça fait vraiment longtemps, mais je l'ai noté sur mon petit cahier pour ne pas oublier et le laisser vraiment à la partie temps d'échange. C'est sur l'alternance. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, car ce n'est pas le sujet du webinaire, mais effectivement, on avait une question voilà, sur le suivi de l'alternance, accompagnement, etc. Il faut savoir qu'effectivement, une partie de nos formations se font en alternance, notamment le cycle ingénieur généraliste en apprentissage. Pour l'alternance, l'école, effectivement, propose un accompagnement aux étudiants. Moi, ce que j'aime bien dire lors des salons de journée porte-part, c'est que c'est un travail d'équipe. Car en effet, c'est à l'étudiant finalement de trouver l'entreprise d'accueil pour sa formation, d'aller faire les entretiens, de signer à la fin le contrat d'apprentissage. Mais nous, en tant qu'école, on a aussi un rôle d'accompagnateur. Et comment est-ce qu'on fait ça? On propose, si vous voulez, des ateliers TRE, techniques de recherche d'emploi, où on va montrer, oui, enseigner aux étudiants, par exemple, qui sont admissibles, donc qui peuvent rejoindre l'école, comment améliorer le CV, la lettre de motivation, comment être bon en entretien pour pouvoir réussir nos entretiens, etc. On peut leur proposer des simulations d'entretien lorsqu'on a une offre d'emploi, une offre d'alternance plutôt adaptée à la formation. On va aussi, nous, en tant qu'école privée qui a pas mal de partenariats avec les entreprises au niveau local et au niveau national. On reçoit, nous, des offres d'alternance qu'on relaie directement aux étudiants par rapport à leurs attentes, leurs besoins, la localisation, etc. Donc, il y a tout un accompagnement. Effectivement, il y a un suivi qui est prévu pour les étudiants. Bon, déjà, de cycle préparatoire au cycle ingénieur généraliste en apprentissage s'ils veulent être en statut apprenti, et aussi pour les admissions parallèles, pour en fait, tous ceux qui vont directement rejoindre le cycle ingénieur, il y a tout un accompagnement de prévu, mais il ne faut absolument pas sous-estimer le devoir finalement du futur apprenti de rechercher une alternance, d'être présent aux entretiens et à la fin de signer un contrat d'apprentissage. Aussi, pour être tout à fait réaliste, on a en fait cette année, on a remarqué qu'il y avait, c'était plus compliqué que les années précédentes de trouver une alternance, due notamment à la conjoncture économique, à la situation politique, etc. Donc, il faut être de plus en plus vigilant, il faut commencer les recherches au plus tôt, il faut vraiment prendre le temps de rechercher vraiment une alternance et être assez sérieux dans cette recherche pour pouvoir à la fin trouver une alternance, parce qu'effectivement, si vous voulez vous inscrire à une formation en statut apprenti, si vous ne trouvez pas l'apprentissage, vous ne pourrez pas vous inscrire à la formation. C'est obligatoire, il faut vraiment prendre ce sujet au sérieux si vous voulez intégrer une formation en alternance. Voilà. Il y a une question sur les spécialités qui sont proposées en mode apprentissage. Je vais me permettre d'y répondre avec peut-être un petit retour en arrière. Pour information, l'essence de l'école d'ingénieur CESI, c'est l'alternance. C'est-à-dire que CESI, c'est la première école d'ingénieurs par alternance de France, que ce soit d'un point de vue historique. C'est la première école d'ingénieurs qui l'a proposé, qui l'a mis en œuvre. Notre toute première formation d'ingénieur, il y a de ça, je n'étais même pas née, était des formations en apprentissage, et également en termes de nombre. Alors du coup, forcément, toutes les spécialités dont je vous ai parlé sont en apprentissage, existent en apprentissage. Par contre, sous statut étudiant, nous n'avons que les spécialités généralistes et informatiques. C'est plutôt l'inverse du ratio des écoles d'ingénieurs, alors classiques entre guillemets, en tout cas de l'historique des écoles d'ingénieurs. D'autres écoles d'ingénieurs ont plutôt cet historique de formation sous statut étudiant classique et commence à se diversifier sur l'apprentissage. Le fonctionnement de CESI a été vraiment à l'inverse de ça, c'est-à-dire que l'historique, c'est l'apprentissage sur nos formations d'ingénieurs ici. Donc voilà, vous retrouverez toutes les 4 spécialités dont je vous ai parlé sous statut apprenti. En termes de rythme, on est sur l'apprentissage pour les 3 années de cycle ingénieur, sur à peu près 1/3 de cours pour 2/3 d'entreprise, mais sur ces 2/3 d'entreprise, on compte les congés, mais on compte aussi 12 semaines qui sont à passer en mobilité internationale, donc chez un partenaire universitaire ou dans le cadre d'un stage dans une entreprise étudiante. Donc à la fin, on va dire qu'on est à peu près moitié-moitié.
vraiment en total présentiel. Et sur le statut d'étudiant, si on regarde de près, en fait, en temps entreprise, on va être sur presque des temps similaires, sauf que ça va être des stages Absolument. qui vont être réalisés. Donc, il y a pas trop de différence entre les deux modes, statut d'étudiant ou apprentissage en temps en entreprise. Par contre, Non. c'est pas En temps le même mode école, de ça fait un peu fonctionnement. Le temps plus. école, il est plus Oui. important, effectivement, il y a des Il temps. y a quelques semaines de plus, hein. Voilà. Je crois que j'avais fait le calcul pour faire le retour aux étudiants de dernière année qui se posaient la question. On était en train de parler d'un différentiel qui se jouait sur 6 semaines sur l'intégralité du cycle ingénieur. Ça fait un mois. Et sur l'entreprise, on a quasiment retrouvé ces 6 semaines de différence, peut-être un petit peu plus. Donc on est en train de parler d'un mois de différence d'un côté et de l'autre, quoi. Alors, il y avait une question aussi, comment ça se passe pour les lycéens dans les dom-toms? Donc, sur les dom-toms, pareil que au niveau national, hein, ça se passe via Parcoursup et les entretiens sont réalisés en distanciel. Il n'y a pas de problème, on fait aussi cette sélection en distanciel. Pareil pour nos candidats qui viennent de l'étranger. Pour les cycles ingénieurs, on a dans chaque dom-tom un lycée partenaire qui accueille les élèves pour passer les épreuves écrites. Donc pour pouvoir passer des concours en entrée en école d'ingénieur. Donc en fonction du département ou du territoire où est le candidat, on vous orientera vers un lycée partenaire pour passer les épreuves. Ensuite, est-ce qu'un étudiant après un BUT GMP peut choisir n'importe quelle spécialisation? Alors GMP, c'est génie mécanique productique, je crois. Ça va peut-être être plus Exactement. compliqué d'aller vers de l'informatique, mais en tout cas généraliste, pas de problème. BTP, on en a déjà eu sur du génie On en a mécanique, il me déjà eu, on semble. va s'assurer de son projet professionnel et on vérifierait surtout ses notes en mécanique. Ouais. Parce que du coup, c'est un élève qui aura vu plus de mécanique que de résistance des matériaux. Et il y a une passerelle à passer où il faut qu'on s'assure que le socle scientifique inhérent il soit suffisamment costaud. Donc c'est possible, mais c'est forcément, on l'a dit juste avant, on regarde chacun des dossiers un par un. Chaque cas est différent et on ne prendra pas une décision comme ça. Déjà, de toute façon, un élève qui veut aller sur une filière en ayant un BUT GMP, qui veut aller sur une filière qui n'est pas la ligne logique, je pense qu'on aura envie d'en discuter avec lui dans tous les cas. Donc très probablement qu'on le rencontrera pour en savoir plus. Alors pour le cycle ingénieur, quel nombre de jeunes acceptez-vous après le concours? Là, ça va dépendre des places sur les campus. Généralement, on a quoi? On a à peu près la moitié de nos élèves qui viennent de nos classes prépa. Et donc, on a quelques places ouvertes pour les externes. Ça va On va dire ça qu'on va a dépendre des campus souvent, surtout. Ouais. on a 50% de cycles préparatoires. C'est une moyenne, hein. On doit avoir 30% de CPGE. Alors, sur les cycles, sous les statuts étudiants, on va en avoir un petit peu plus. On va être plus proche des 40%. Et sur les cycles en apprentissage, on va avoir un peu plus de BUT qui vont représenter peut-être 30% du restant. Donc, du coup, ça va nous faire 20% de cycles préparatoires à peu près. On va pas prendre le plus gros campus qui est Nanterre, on va essayer de prendre un campus général. Si sur Strasbourg, on a une taille assez honnête, on doit avoir, je pense, une dizaine, vingtaine de places sur la spécialité informatique et puis peut-être l'équivalent sur la spécialité BTP. J'avais pas vu d'autres questions. Je ne sais pas si vous en aviez noté. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout. N'hésitez pas à ouvrir vos micros là si on vous a oublié. Effectivement, de mon côté, je n'ai pas noté d'autres questions. Donc, effectivement, si vous avez d'autres questions, là, effectivement, on vous laisse prendre la parole directement. En levant la main au Oui, préalable, oui, comme ça, voilà, vous ça. pouvez mettre la main, voilà, la main sur le. Oui, Sinon, on bonne va idée. faire comme avec les étudiants, on va compter jusqu'à 5 dans notre tête et puis s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Ah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah, si, il y a une main Non. qui se lève. On vous en prie.
Excusez-moi, je ne vais pas vous faire jouer les prolongations. J'ai été partiellement présente. Je ne sais pas si la question sur la présence sur les différents campus a été abordée. C'est-à-dire un Alors, quand vous étudiant dites la présence, quelle spécialité où, c'est ça? Voilà, en fait, c'est un Non. étudiant choisi voilà, le campus de Toulouse. Est-ce qu'il va passer 5 ans à Toulouse ou est-ce qu'il a la possibilité Ah. d'aller sur plusieurs campus, hormis la Alors oui, étranger? Je suis désolée, peut-être qu'elle a déjà non, été pas de posée. souci. Merci Alors, beaucoup. il n'y a pas de souci, on y avait apporté une réponse, mais on peut tout à fait apporter une nouvelle fois. En fait, oui, il est possible d'envisager d'aller sur plusieurs campus pendant son cursus. Notre conseil reste quand même de faire l'ensemble du cycle préparatoire comme une unité, si possible, et de rester sur le même campus, tout simplement parce qu'il faut se dire que pendant 5 ans, changer 5 fois de campus nécessite 5 fois de s'adapter à une situation, à des nouveaux collègues de travail, enfin vraiment, il faut l'avoir en tête. Donc ça peut être bien de faire le cycle préparatoire quelque part et le cycle d'ingénieur ailleurs. Par contre, on peut aussi se dire, euh, si le campus sur lequel je me trouve ne proposait pas la mineure que je souhaitais, je vais plutôt me diriger vers la mineure que je souhaite. Ou peut-être qu'en 4e année, il y a une majeure. Juste le temps de cette majeure, je vais aller en profiter pour aller à l'autre bout de la France. Après, techniquement, administrativement, un élève alors je précise bien sous statut étudiant, pourrait changer chaque année. On déconseille pour apporter plus de confort dans la réalisation des études. Donc, c'est une discussion à avoir avec l'étudiant ou l'étudiante en question. Mais c'est possible. En apprentissage, c'est plus compliqué puisqu'en apprentissage, on a signé un contrat avec une entreprise et un CFA. Donc là, on pourra peut-être pas s'amuser à faire le tour de France. Ça répond à votre question? Il y a aussi peut-être, pour ajouter, deux conditions à un transfert, on va dire, de campus. C'est évidemment le fait que dans le campus de destination, la formation soit assurée, évidemment, et qu'il y ait assez de place. Parce que si vous voulez, les étudiants qui seront prioritaires seront les étudiants qui seront déjà dans le campus en question. Donc, s'il n'y a plus de place pour de nouveaux étudiants, on ne pourra pas effectuer de transfert. Alors, Il y a serait-il une petite possible question un sur les petit doubles mot, ouais, le double diplôme, oui. Alors, on a plusieurs doubles diplômes, tout simplement parce qu'on développe, vous l'avez vu, des filières internationales, donc des filières anglophones, qui vont permettre d'accéder à des doubles diplômes avec des partenaires universitaires internationaux. C'est déjà une typologie de double diplôme. On a également d'autres partenariats, parfois locaux, avec des écoles de management qui permettent, sous le coût d'une année supplémentaire réalisée à la suite de son diplôme d'ingénieur, d'avoir ce double diplôme ingénieur-manager. Le panel ou l'éventail de possibilités est assez large et devient de plus en plus large. Alors, il faut vraiment se dire qu'un double diplôme qui sera avec une université partenaire va se réaliser pendant le cursus d'ingénieur au travers d'un ou plusieurs semestres réalisés avec ces universités partenaires. Pour les partenariats qui sont des doubles diplômes ingénieur-manager sur site, enfin en tout cas en France, on va être plutôt sur une année complémentaire qui va permettre d'avoir cette casquette manager à l'issue. J'espère que ça répond à votre question. C'est suffisant comme petit mot. Par exemple, on peut prendre l'exemple à nous sur le campus de Strasbourg. On a un double diplôme avec une université en Allemagne, avec l'université THM. Nos élèves en 4e année partent faire leur 4e année en Allemagne et les élèves de cette université viennent en 5e année chez nous pour avoir un double diplôme. Sur d'autres cursus, c'est une 6e année qui se fait par exemple à l'Université de Québec et qui donne un double diplôme français et québécois. Donc, en fait, c'est un double diplôme issu de chaque école, quoi. Oui. Ah, d'accord. Mm. Merci. Mais c'est quoi le plus dans ces cas? C'est toujours un titre d'ingénieur. C'est un titre, Alors, c'est un titre d'ingénieur. Oui, c'est le double diplôme, c'est-à-dire qu'un double diplôme avec une université enfin, à l'étranger, lorsqu'on a un souhait d'avoir une carrière internationale, Ouais, ça permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités professionnelles, en fait. C'est tout simplement comme ça qu'il faut le entendu. voir. Ouais. Généralement, chaque petite corde à son arc qu'on rajoute, chaque petite différenciation sur son parcours qu'on ajoute, nous ouvre une nouvelle porte, en fait, par rapport à son projet professionnel. Donc, c'est ça, généralement, nos étudiants qui décident d'aller faire ce double diplôme au travers d'un semestre à l'étranger ont un projet professionnel international. Entendu. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Les 5 secondes sont passées. Ouais. Voilà, une dernière. Alors attendez. Je pense que c'est ce qu'on va faire, on se parler à l'heure. Alors attendez, est-ce que voilà. Est-ce que vous Voilà. voyez, voilà, s'il y a besoin de plus d'informations, d'aller plus loin sur vos cas précis, pouvoir rencontrer vos enfants, discuter avec vous directement, il y a des journées portes ouvertes qui sont proposées sur tous les campus de France le 6 décembre 2025, 31 janvier 2026 et 7 mars 2026. Donc là, vous pouvez aller sur l'un des 25 campus, toutes les portes seront ouvertes. Et en fonction des campus autour de chez vous, chacun propose aussi donc des immersions, soit en classe, soit des immersions pédagogiques où on explique pendant une journée à vos enfants ce qu'est la pédagogie par projet, comment fonctionne l'école, des petits ateliers aussi découverte des métiers, des ateliers autour de la recherche d'emploi dans le cadre d'une inscription en alternance, et puis des job dating et forums entreprises pour rencontrer les entreprises partenaires avec lesquelles chaque campus travaille. Donc voilà, que ce soit à Arras, à Lille, à Nancy, à Strasbourg, à Lyon, ou quoi que ce soit, il y aura toujours des ateliers, des dates, des événements qui seront proposés dans vos campus pour que vous puissiez échanger un peu plus avec nous. Donc n'hésitez pas, vous regardez encore une fois sur la page de chaque campus, dans l'onglet Actualité, et vous pourrez voir un petit peu tous ces ateliers ou portes ouvertes qui seront proposés.